très heureuse de vous présenter Christian, le philosophe Christian Godin, auteur d'une trentaine de livres. Donc, effectivement, La philo pour le nul, c'est un best-seller, mais il a surtout écrit 7 volumes sur la totalité, donc sur Hegel. Qu'est-ce que c'est un homme amélioré, ou on l'appelle aussi l'homme augmenté. Alors, ça peut être soit un homme génétiquement modifié, ou alors c'est un homme avec des prothèses articulées, des jambes, des bras, etc., et à qui on a greffé des électrodes, des électrodes au cerveau. On a toujours vu des hommes qui modifient leur corps. Par exemple, les femmes girafes, les femmes girafes au cou artificiellement allongé, ou alors les Incas avec leur crâne aplati, ou alors les pieds très minutieux des femmes en Chine. Donc l'homme a toujours rêvé de modifier son corps. Ce qui change aujourd'hui, c'est que là, il s'agit de modification, de manipulation de l'intérieur du corps et du cerveau d'ailleurs. Les hommes, les femmes, peuvent non seulement avoir des enfants quand ils le veulent, mais aussi comme ils le veulent. Ça veut dire une femme ménopausée, par exemple, ou un couple stérile peuvent avoir recours à cette fécondation in vitro. Alors, cette technique est basée sur la préservation des embryons, de plusieurs embryons. Et c'est ça, justement, qui pose un problème bioéthique, parce que ça ouvre la porte à la sélection, donc à l'eugénisme, en quelque sorte. Donc on voit de toute façon, aujourd'hui, un glissement de la médecine curative vers la médecine prédictive ou régénératrice. Et cela ouvre évidemment des questions à la marchandisation de ces artefacts et au fantasme de la toute-puissance de l'homme. Le premier constat, c'est qu'on vit dans une époque révolutionnaire, profondément révolutionnaire, et je crois qu'on n'en a pas encore pris toute la mesure. Et il est probable que l'époque révolutionnaire dans laquelle nous vivons est aussi bouleversante que celle qui a été le passage au néolithique. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une seconde révolution anthropologique qui est beaucoup plus radicale en ce sens que les 3 révolutions industrielles que les historiens distinguent depuis la fin du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, en gros depuis la révolution de l'industrie jusqu'à la révolution de l'atome et de la robotique, en passant par l'électricité, etc. Certains considèrent que finalement le présent est en continuité avec le passé et qu'à partir du moment où l'homme est le seul animal à ne pas se contenter de ce qu'il est et du corps qu'il a, puisque par exemple aucune société humaine ne vit à l'état sauvage, c'est-à-dire avec un corps tout nu, dont les ongles ne seraient jamais taillés, les cheveux jamais coupés, la peau jamais modifiée. Au contraire, nous voyons que dans toutes les sociétés, et ça c'est une marque forte entre l'homme et l'animal, aucun animal, aucune espèce animale ne modifie l'apparence de son corps et a fortiori la profondeur biologique de son propre corps, alors qu'au contraire, toutes les sociétés humaines, plus ou moins, mais toutes les sociétés humaines ont des pratiques corporelles, de techniques de soie qui vont du maquillage, de l'ornementation, des scarifications, jusqu'à des modifications radicales. Et le grand problème philosophique, savoir qu'est-ce qui, dans l'histoire humaine, domine. Est-ce la continuité ou est-ce au contraire la rupture? Moi, je serais plutôt, disons, partisan de la thèse de la rupture, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer de nos jours et dont nous assistons seulement au prodrome, nous assistons aux signes avant-coureurs. Je crois que le processus ne fait que commencer. Eh bien, c'est beaucoup plus donc une rupture qu'une continuité. Entre, disons, le maquillage et la modification extérieure, même violente, et je pense par exemple aux scarifications, eh bien, entre cela et puis une modification génétique ou une transformation en profondeur du corps
par exemple l'implantation de composants électroniques. Il y a non pas continuité, mais rupture. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la raison pour laquelle on peut utiliser le terme de catastrophe, non plus seulement dans un sens neutre de rupture, mais dans un sens axiologique de désastre, c'est que nous sommes peut-être devant le commencement d'une sortie hors du symbolique, c'est-à-dire hors du champ proprement humain, de la culture humaine, pour tout un ensemble de raisons que je vais rapidement évoquer. D'abord, on peut se demander si le souci de se dépasser soi-même, de constituer un nouvel être à partir des connaissances scientifiques et des manipulations techniques, ne vient pas de l'effondrement radical de l'utopie de l'homme nouveau telle qu'elle s'est disons, inscrite dans l'histoire à partir de la Renaissance. Cette utopie de l'homme nouveau, d'ailleurs, c'est un point commun fort entre l'utopie communiste stalinienne et l'utopie nazie. Même évidemment si le sens de cette utopie changeait du tout au tout, puisque du côté stalinien, il s'agissait de construire un homme communiste, c'est-à-dire un homme social libéré des entraves de l'ancienne société, alors que dans l'utopie nazie, vous le savez, le caractère de l'homme nouveau avait un sens franchement raciste. Mais c'est un point commun qu'il y avait entre ces deux idéologies, à savoir transformer l'homme et en faire un homme nouveau. On voit très bien qu'aujourd'hui, ce dont il est question avec ce que les Américains appellent le post-humain, certains d'ailleurs distinguant le transhumain que nous serions déjà, et le post-humain qui serait le résultat du transhumanisme. Le transhumain serait un passage, un pont entre l'humain et le post-humain, et donc la période dans laquelle nous serions, celle du transhumanisme, serait une période de transition qui verrait donc les premiers essais de ce post-humain que certains donc ne font pas que décrire, mais qu'ils appellent de leur vœu. Donc l'impulsion à la fois d'intérêt économique, de la connaissance, mais surtout de la puissance technoscientifique et de la fantasmatique, qui est cultivée à la fois par cette puissance technoscientifique et par cette recherche du profit économique, eh bien, les utopies de type politique, social, culturel, eh bien, ont disparu. Et il y a là donc une biologisation de l'utopie de l'homme nouveau, ou une mécanicisation de l'utopie de l'homme nouveau, qui elles-mêmes sont nouvelles. Mais ce qu'il y a d'inquiétant derrière cette conception d'un homme augmenté uniquement par des moyens qui seraient des moyens techniques ou biologiques, c'est le renoncement complet à toute transformation réelle des relations sociales, à toute transformation autre que celle qui serait impulsée précisément par les expériences et les réalisations donc de ce qu'on pourrait appeler de ce nouvel homme nouveau. Il y avait une dernière frontière dans l'exploitation totale du réel par le système économique. Cette dernière frontière, c'était l'affectivité humaine, l'intimité humaine, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus proprement humain chez l'homme, son intériorité. Et on peut dire que l'une des marques du triomphe précisément du système, c'est d'avoir réussi à transformer les sentiments, les affects, les rêves, les fantasmes en marchandises. C'est-à-dire en objets que l'on peut échanger, vendre, acheter et transformer. Il est clair en effet que les fantasmes existent depuis que l'homme existe, mais ces fantasmes-là, ils étaient en quelque sorte manifestés dans les croyances et les rites religieux. Par exemple, prenez le fantasme d'immortalité, le fantasme de toute puissance. Ce sont des fantasmes que les mythologies et les religions se chargeaient de mettre en scène. C'est-à-dire que ces fantasmes n'avaient de réalité que dans un au-delà, au-delà du monde.
plus tard, après la mort, nous serons immortels, ou bien plus tard, nous serons avec les dieux ou avec les ancêtres et nous bénéficierons d'une puissance augmentée. Le fantasme de toute puissance, donc pour réunir tous les fantasmes en un seul, ces fantasmes de toute puissance, ça va de la chirurgie esthétique aux implants, en passant par les puces, etc., etc. Donc ce fantasme de toute puissance, il est aujourd'hui, non seulement, il bascule dans la sphère économique, c'est un marché formidable, un marché solvable, formidable. De plus, c'est quelque chose qui est alimenté constamment par la technoscience, et là où l'on voit précisément que pour la première fois, et c'est pour cela qu'on peut parler d'une révolution, pour la première fois dans l'histoire des hommes, plus n'est besoin d'aller chercher du côté de la religion, des métaphysiques, des espaces dans lesquels les fantasmes seraient mis en scène, puisque la science la plus positive, la technique la plus matérielle, nous permettent en effet de donner à ces fantasmes une réalité tangible, une réalité physique. On sait très bien que la puissance est quelque chose d'éminemment équivoque. Vous voyez, par exemple, dans le domaine politique, dans le domaine historique, parce que la puissance est à la fois la vie, signe de la vie, puis en même temps, c'est le signe de la mort. La puissance, ça peut être la violence, comme ça peut être la force. Cette volonté de puissance, ce désir de puissance, mais aujourd'hui, justement, entre désir et volonté, il n'y a plus lieu de faire une distinction nette. Alors que les philosophes avaient opposé désir et volonté, le désir est irrationnel, la volonté est rationnelle, le désir est irréaliste, alors que la volonté est réaliste. Mais grâce aux sciences et aux techniques, d'ailleurs, aux technosciences, il n'y a plus de science. Et je ne suis pas du tout sûr que sur le plan de la vie, on ait découvert quelque chose de fondamental depuis 30 ou 40 ans. Depuis la génétique, la structure de l'ADN, dans les années 50, je ne suis pas sûr qu'en biologie, on ait vraiment, sur le plan scientifique, découvert quelque chose de fondamental. En revanche, on a énormément manipulé. On a énormément pratiqué ce que Bachelard appelait justement la phénoménotechnique. Et Bachelard avait bien anticipé ce fait que la science pourrait très bien, en effet, se contenter de manipuler le réel en ayant renoncé à le comprendre. À partir de ce moment-là, où nous sommes dans un contexte, si vous voulez, qui nous invite à ne plus rien admirer de l'humain et à tout désirer d'un post-humain, d'un après-l'humain qui serait évidemment inhumain, au sens radical, une négation de l'humain, là on se dit, ce désir de toute puissance, qui est infantile, de fait, cet homme infantilisé, qui s'imagine en effet avoir une vie supérieure, eh bien peut-être, et inconsciemment, est-il miné par ces pulsions de mort qui visent en fait à le détruire. C'est que, bien entendu, quand nous disons le désir de puissance, le désir d'augmentation de soi, de perfectionnement de soi, des gens qui sont prêts à s'implanter des puces électroniques, où en fait la technique, parce qu'il y a deux choses, la technique elle peut pénétrer dans le corps, et le corps peut se donner des prétextes extérieurs, donc il y a un double mouvement. Je crois qu'il y a en effet deux modalités de l'augmentation de l'humain. Il y a une modalité, disons proprement biotechnologique, enfin biologique, biodynamique, c'est le dopage, la chirurgie esthétique, c'est les manipulations qui ne font que commencer de génie génétique, etc. Et puis il y a la technique dure de l'informatique, etc. Mais cette technique, elle peut venir de l'extérieur, ça c'est sous la forme de prothèses. Et on voit très bien que la technique, elle peut, ou bien de l'extérieur, remplacer les organes, les membres de l'homme, ou bien de l'intérieur, s'implanter profondément dans l'homme pour petit à petit constituer un corps qui serait totalement robotisé. Et donc, de fait, nous avons pris l'habitude de considérer que tous les hommes sont des hommes. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. C'est même, on peut dire, inédit dans l'histoire. Or, c'est précisément à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où nous avons pris conscience que nous ne formons qu'une seule espèce humaine, que nous sommes tous frères, que par ailleurs les désastres écologiques nous apprennent que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, c'est à ce moment-là que le désir de s'échapper de cette masse commune d'égaux, E-G-A-U-X,
c'est à ce moment-là que des super-égaux, bénéficiant d'un pouvoir d'achat considérable, veulent acquérir une longévité qui leur permettra d'aller jusqu'à 200 ans, veulent avoir une jeunesse éternelle, veulent avoir une puissance supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ce désir-là, c'est un désir d'apartheid, c'est un désir sécessionniste. Et en fait, on se rend bien compte que les technosciences sont aujourd'hui au service d'une sorte d'aristocratie imaginaire qui a des bonnes raisons de l'emporter, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, à la différence des sociétés anciennes où on n'avait guère que le recours au symbolique pour s'en sortir, aujourd'hui nous avons l'argent et nous avons les techniques pour réaliser les projets les plus fous. Il faut maintenir, me semble-t-il, cette idée humble que nous sommes tous effectivement des hommes et que nous sommes tous effectivement promis à un même destin, à une même destinée, que nous sommes tous égaux, E-G-A-U-X, et que nous ne sommes pas simplement une société d'égaux, E-G-O-S. De contraception, c'est quelque chose, c'est une libération de la femme tout de même. Donc moi je suis pas contre ça. Maintenant, le post-humain, en fait ça va plus loin. Et l'eugénisme que ça implique dans cette fécondation in vitro, aussi, ça pose problème. Mais on peut, je pense, légiférer. Je dirais, c'est une question de pharmacologie. Donc le pharmacone, c'est qu'est-ce que nous en faisons. Donc les dangers sont évidents, avec le post-humain surtout, mais on peut aussi parler de pharmacologie positive. Il me semble que c'est resté dans l'idée que la technique n'est qu'un moyen et que, en fait, le sens de cette technique dépend de nous. C'est-à-dire que la technique n'est qu'un outil que nous pourrions utiliser de manière différenciée. Moi, je crois que les techniques modernes sont des techniques qui impliquent une fatalité dans le réel et dans notre comportement. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui nous interdisent précisément de les traiter en purs moyens. Et donc, de fait, vous citiez la fécondation in vitro, bon, qui maîtrise de la contraception, de la conception, ça c'est quelque chose qui est évidemment louable. Maintenant, la fécondation in vitro, qu'est-ce que ça a comme sens? Ça a le sens que, bien entendu, l'enfant est un produit extérieur au corps, au départ, et que ce produit extérieur, il a forcément le même plan ontologique que des produits que nous voyons défiler sur une chaîne de montage, etc. Je ne dis pas qu'il faille être nécessairement contre cela, mais je dis que déjà cette technique implique une instrumentalisation, du moins une aliénation, c'est pire encore qu'une instrumentalisation, une aliénation de l'être humain, parce que c'est une vision en extériorité. Et l'une des choses qui m'inquiète justement dans toutes ces techniques d'augmentation de soi ou de toute puissance, c'est que en fait, l'être humain est en train de perdre son intimité. Il est en train de la perdre parce que cette intimité, elle est extériorisée. Et donc, on voit ça dans beaucoup de récits de science-fiction, un être qui devient uniquement manifestation extérieure de puissance, c'est un être qui n'a plus en effet qui n'a plus d'intérieur, parce que tout est manifesté. Et symboliquement, un embryon qui est dans une éprouvette, c'est un embryon qui n'est plus dans l'intériorité d'un ventre, au départ. Et donc symboliquement, ça veut dire que là aussi, nous avons réussi à mettre à l'extérieur ce qui était à l'intérieur. Mais sur le plan éthique, ça pose un gros problème, c'est que le désir de toute puissance, il est important là quelque part. Il faut imaginer qu'un jour, je ne mourrai pas, on m'offrira quelqu'un qui est strictement identique à moi-même. L'homme, aujourd'hui, il a fait, en fait, depuis quelque temps, il a éliminé Dieu, la nature, et il tente à éliminer le hasard au profit de sa seule volonté. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'homme moderne tend à n'admettre comme réel admissible, comme réel acceptable, que ce qui provient de ses propres mains.
de son propre cerveau. Alors pour ce qui est du hasard, mais ça c'est la logique même des sciences et des techniques, nous cherchons à anticiper, à prévoir, à prédire, etc. parce que le hasard, c'est ce qui nous échappe. Donc, moi je ne pense pas c'est pour ça que les techniques de fécondation artificielle, les techniques de clonage, l'euthanasie, tout cela converge dans cette espèce de grande dramaturgie de la volonté. Nous voulons faire naître et non plus naître, faire mourir et non plus mourir, nous voulons faire exister et non plus exister, faire rêver et non plus rêver, faire penser et non plus penser, etc. C'est-à-dire que tout doit être l'objet d'une technique, d'une manipulation. L'état de progrès technologique dans lequel nous sommes fait envisager effectivement le post-humain qui peut paraître révolutionnaire, mais dans la démarche de l'homme pour maîtriser son environnement et laisser moins de place au hasard, je pense que là on est quand même dans une évolution. Parce qu'il n'y a pas eu justement des gens qui ont crié au danger que chaque progrès humain peut avoir un côté positif et un côté négatif, parce qu'à partir du moment où n'importe quel outil peut effectivement servir à cultiver, à progresser, puis peut servir aussi à détruire. Donc. Moi je crois que si l'homme en finit avec les vieilles angoisses métaphysiques, il va y perdre au change. Parce que par quoi ça va être remplacé? Et ça, les prévisions, les projections de l'OMS nous le disent, ce sera remplacé par la dépression, qui sera la maladie du XXIe siècle. Et ne soyons pas étonnés si, dans le contexte d'un bonheur obligatoire, d'une jeunesse perpétuellement poursuivie, d'une force et d'une puissance de séduction éternelle, que dans ce contexte-là, la grande majorité des hommes, comme on dit vulgairement au poker, ne peuvent pas suivre, cela se traduit très lourdement en termes de dépression. C'est-à-dire que la dépression n'est pas le contraire du narcissisme, c'en est l'envers. Et que plus l'homme cultivera son narcissisme à travers les formes les plus débiles de la chirurgie esthétique ou du dopage, de la drogue, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une société de drogués, je suis convaincu qu'il n'y a jamais eu autant d'hommes, autant d'êtres humains aussi malheureux de leur corps qu'aujourd'hui. Sur la question du progrès, c'est vrai que les progrès ont toujours, je dirais pas progrès, je dirais innovation. Parce qu'il n'est plus du tout sûr que ce qu'on appelle aujourd'hui progrès soit vraiment des progrès. Mais c'est vrai qu'une innovation peut avoir des bienfaits comme peut avoir des inconvénients. Mais aujourd'hui, là aussi, me semble-t-il, nous sommes passés à un autre registre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les inconvénients peuvent être des catastrophes globales, des désastres mondiaux, par exemple, pensez à un désastre nucléaire, eh bien, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus nous contenter de dire chaque innovation a son bon et son mauvais côté. Le mauvais côté est une chose parfaitement supportable dès lors qu'il est relativisé. Mais à partir du moment où le risque, c'est celui de la destruction totale, c'est-à-dire de la destruction de l'humanité elle-même, ou bien physiquement dans son existence, ou bien essentiellement dans son être là. Et c'est là l'enjeu. Donc là, on ne peut plus se contenter de dire « oui, mais il y a du bon et du mauvais en tout ». Et je me demandais simplement si vous aviez pu confronter un peu votre point de vue avec ce que peuvent penser certaines philosophies, par exemple des philosophies orientales. La croissance est devenue par elle-même mortifère, c'est-à-dire qu'effectivement il faut s'opposer à la croissance, mais à ce moment-là, nous ne croissons plus, et croître en latin c'est crescere, c'est à la fois créer et croître. Et là effectivement, est-ce que toute croissance, c'est ce qu'il a dit dire, maintenant la croissance elle est devenue mortifère par elle-même, ou est-ce qu'il y a encore une possibilité que parmi ces métastases, il y a des bourgeons qui peuvent éclore? L'homme moderne est un homme qui a acquis le principe et réalisé ce principe de liberté, et je crois que nous sommes en effet dans une histoire qui devient de plus en plus fatale, et que c'est une histoire qui est profondément créatrice d'irréversibilité, donc qui nous met finalement devant des situations de non-retour. Et que quand bien même le comportement des êtres humains changerait, eh bien cela n'aurait pas d'effet, du moins à assez long terme, à assez court terme, pardon. Est-ce que la dualité Orient-Occident est aujourd'hui suffisamment forte pour qu'on puisse parler de monde occidental ? Lorsque je vois s'élever
à Shanghai, au cœur du monde oriental, une ville qui est évidemment une ville ultra-moderne, hyper-moderne, qui n'a rien de chinois, mais tout de moderne. Je ne dis pas que c'est une ville occidentale, mais ce n'est pas une ville orientale, évidemment. La mondialisation, c'est une sorte de formidable dynamique qui fait que, précisément, les différentes cultures, les différentes civilisations ont perdu leur spécificité au profit d'une hypermodernité qui arrase tout. Non, ce que je vois, c'est une formidable conjonction des désirs d'une immense majorité d'hommes modernes, et ce que je vois aussi, c'est donc l'effondrement de toutes les cultures qui pouvaient, face au modèle occidental, au départ, et face maintenant à la mondialisation, l'effondrement de toutes les cultures qui pourraient, contre la mondialisation, constituer des contre-modèles. Vous avez parlé de l'homme nouveau, mais est-ce que le fil de cette histoire, ça ne consiste pas à chercher qu'est-ce que l'homme, plutôt que de vouloir créer l'homme nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens, là même, par rapport à la philosophie des Lumières? Nous sommes dans une histoire qui est tragique, et ce qui est contradictoire, c'est que cette histoire-là est en même temps celle qui a permis à une grande majorité d'hommes, en fait, de vivre dans des conditions que leurs ancêtres n'avaient jamais connues. Et ça, encore une fois, il faut être honnête pour le reconnaître. Comment est-ce qu'on a basculé de sociétés où on faisait tout pour qu'un humain devienne enfin, plutôt qu'un enfant devienne un être humain, un homme ou une femme avec des rites d'initiation pour justement sortir de sa condition d'enfant, et pourquoi maintenant les sociétés sont tellement infantilisantes? Il est vrai qu'avec la formidable dynamique des technosciences, le poids de l'expérience, au lieu d'être une sagesse, devient une inertie. Et on voit ça dans le monde du travail. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne parle plus de métier, mais d'emploi. Nous sommes dans un horizon totalement bouché, totalement borné, alors même que nos outils mathématiques, informatiques, de prévision, de prédiction, etc., n'ont jamais été aussi puissants et aussi performants. Ouais. Donc, puisque le futur est bouché, alors que notre dynamique tend vers le futur, nous vivons pour, alors qu'autrefois, on vivait en fonction de. Maintenant, on vit pour. Un enfant, il vit pour avoir un métier, on a un métier pour avoir de l'argent, on vit complètement déporté vers le futur. On prévoit à l'avance un enfant, l'achat d'une maison, les vacances, etc. etc. Bon, j'insiste pas là-dessus, c'est bien connu. Mais quand le futur est bouché et que le passé est détruit, il ne reste plus que le présent. D'où l'urgence, l'immédiateté, la réactivité, le culte de l'émotion. L'homme, évidemment, d'aujourd'hui vit dans le déni de la mort. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il cherche à acquérir lui-même l'immortalité. Cette immortalité, il ne l'attend plus de la religion, puisque la religion est dans le signe de la mort de Dieu. Mais Dieu est mort, mais la médecine, elle est très bien vivante. La chirurgie, elle, est en pleine santé. Il y a une bonne santé de la médecine. On peut dire que c'est peut-être d'ailleurs la chose qui est en meilleure santé aujourd'hui. Et pourquoi cherche-t-on justement à prolonger indéfiniment cette vie, sinon justement qu'on est implicitement dans le contexte du déni de la mort? On essaye de réguler, comme il y a beaucoup de gens qui essayent maintenant de dire il faut réguler le profit. Est-ce qu'on ne peut pas justement laisser un espace de nouveau à l'être humain pour réfléchir, pour prendre le temps de vivre tout simplement? Qui peut être gagné contre la tyrannie du calcul. Je crois que c'est autant d'espace gagné pour la liberté et le bien-être. Ça, je suis tout à fait d'accord. La logique, évidemment, du calcul, c'est une logique d'élimination. Voilà, merci beaucoup à vous, merci à vous.